Alors le geste c'est relativement simple, il suffit de prendre la hache à la verticale, former un angle droit avec son bras, la lever au-dessus de l'épaule et accompagner la hache avec le corps. Cousin éloigné du jeu de fléchettes, le lancer de hache a désormais son centre de pratique en Savoie. Lumberjacks, littéralement bûcheron en anglais, a ouvert il y a moins d'un mois à Chambéry. À l'origine de ce projet un peu fou, Benoît Blache, ancien restaurateur à Villard-de-Lans. Le lancer de hache vient du Canada, ça fait déjà plusieurs années que ça existe. Cette discipline, je l'ai découvert sur internet et directement sur place car j'ai voyagé dans pas mal de pays et je me suis rendu à Montréal où j'ai pu essayer le lancer de hache. Alors bien entendu, si on est évidemment encore loin de la ferveur qui entoure la discipline au Canada, des salles comme celle-ci commencent à fleurir un peu partout en France. C'est un sport qui est très développé, il y a des tournois, des championnats qui existent et ça commence à venir en France aussi. Une partie dure 1 heure, donc il y a différentes règles de jeu, différentes techniques de lancer, ce qui permet de s'améliorer au fur et à mesure. Ça ressemble aux fléchettes, donc on a des cibles avec un nombre de points. Et donc un système de jeu qui est différent à chaque fois. Et preuve que le lancer de hache s'installe petit à petit dans les mœurs savoyardes, Lumberjacks affiche désormais complet presque tous les soirs. Et petit à petit, la curiosité fait son petit effet. Je me suis jamais dit que j'irais un jour lancer des haches contre un bois. Jeter un bout de hache sur du bois, ça paraît tout bête, mais ça donne tout. Je trouve ça génial et ça détend de lancer quelque chose. Au moins on peut donner de la force et ça nous libère. Je trouve ça, franchement, c'est génial. En fait, on se rapproche un peu de la nature, de ce qu'on a toujours été en Savoie, du bois, de la forêt. Donc nous, ça nous parle. C'est mon ami qui m'en a parlé, donc ça m'a donné envie d'essayer. Après, j'avais jamais... Non, c'est pas si simple. Je pensais que ça serait plus facile que ça. Benoît Blache compte bien continuer de développer le lancer de hache. Très prochainement, des tournois et des compétitions auront lieu. Goûter ça, bon. Cervelle. Ah oui. Faut arrêter, elles vont être trop cuites. C'est un des bouchons les plus réputés de Lyon. Daniel et Denise fêtent ses 50 ans. Le chef actuel, Joseph Viola, a repris en 2004 les fourneaux du fondateur, Daniel Liron. Le nom n'a pas changé, l'esprit non plus. Quand je dis c'est une cuisine canaille, c'est parce que voilà, on pose des plats au milieu de la table et chacun se sert. Et puis il y a de la convivialité automatiquement. La chance qu'on a à Lyon, si vous voulez, on a des produits exceptionnels. Et il faut garder ces traditions, le gras double, la tête de veau, le cervelas truffé. Des produits qui attirent des stars au bouchon quand elles passent à Lyon. Charles Aznavour, il est venu manger ici et quand il chantait à la Tony Garnier, j'avais été le voir le soir. Et il avait demandé une gratinée en plein mois de juillet. Alors je rigole parce que les Arméniens de Lyon, tous les Manoukians et compagnie, ils transpirent un peu, mais lui il était content. Pour fêter les 50 ans, un repas sera réalisé à 4 mains par les 2 chefs meilleurs ouvriers de France. Et ce sera donc le 1er décembre. Et exception, pourquoi ? Parce que Daniel va mettre des plats qu'il faisait donc dans les années 70. Moi, je vais refaire ma petite salade Daniel et Denise. Je vais faire un pâté chaud de gibier et puis on va faire une mousseline de coquille Saint-Jacques à une autre façon. Et le 1er décembre, Denise sera là et ma fille et mes petites filles. Rares sont les occasions de voir flotter le drapeau français et la bannière de la FIFA sur le stade des Alpes. En pleine préparation d'une Coupe du Monde française, les Bleus ont pu profiter des infrastructures grenobloises. Le public attendait une fête, mais malgré des tribunes relativement dégarnies, l'ambiance n'a pas manqué de porter des Françaises poussives dès l'entame. Opposées à des Camerounaises arrivées en retard à cause de problèmes de visa, les joueuses de Corinne Diacre ont pêché à la tâche offensive et physique. Après un petit but en première période, les coéquipières de Eugénie Le Sommer ont déroulé en deuxième. Du mieux techniquement et des Camerounaises éprouvées feront pencher le match dans un festival de buts. On ne peut pas se contenter que du meilleur. Il va falloir qu'on analyse pourquoi on est passé à côté de cette première mi-temps. Maintenant, les filles vont rentrer dans leur club ce soir ou demain matin, donc on verra ça au début du stage de novembre. On essaiera de mettre des mots sur ce qui n'a pas fonctionné en première période. La saison 2018 n'est pas finie, mais pour le moment c'est un bilan positif. Notre objectif premier est de remporter les matchs tout en travaillant. Donc ce soir en première mi-temps il y avait le score, mais il n'y avait pas la manière. Donc on essaye petit à petit de progresser et de remporter tous ces matchs, parce que ça reste important quand même.
Une victoire en demi-teinte qui clôt un stage rhône-alpin plutôt bien mené. Malheureusement pour Grenoble, les Bleus ne reviendront pas de sitôt. En 2 matchs au Stade des Alpes, les joueuses de Corinne Diacre restent invaincues. À l'avenir, elles le savent, elles seront toujours les bienvenues. Comme chaque année depuis 23 ans, c'est le concert des cloches. Un moment fort attendu dans la vie des bergers. Et ici, c'est en famille, accompagné de curieux randonneurs, que l'on dévale les 8 km pour rejoindre la vallée. On arrive au mois d'octobre où là l'herbe commence à manquer en montagne. Il commence aussi à faire très froid parce que le Pilat est sur une altitude de 1300 mètres à peu près. Donc voilà, là le froid arrive, donc il est temps de redescendre avec les brebis. C'est donc toute une génération qui accompagne les brebis. Léon, le petit-fils, et son grand-père Daniel, toujours en tête. Le grand-père et le petit-fils qui sont devant le troupeau, c'est à la montée comme à la descente. C'est très tôt ce dimanche matin que les bergers et les randonneurs, ainsi que les chiens, ont pris le chemin, d'abord en bus, pour rejoindre le pâturage d'été à 1300 mètres d'altitude, proche de l'antenne du col de Leuillon, dans le parc régional du Pilat. Et pour la trentaine de marcheurs venus spécialement pour l'événement, c'est un moment très chaleureux. Une promenade dans la nature, la convivialité, rencontrer des gens sympathiques. Et puis voilà, puis je connais bien la famille Côte, alors j'aime bien ce qu'ils font et j'apprécie. Voilà. C'est très convivial aujourd'hui, vraiment. Les bergers nous ont donné beaucoup d'explications sur les moutons, sur leur métier. C'est vraiment très agréable. Et Léon, le fils du berger, toujours très attentif à ses brebis. Sinon elles vont bien. Les bergers élèvent 2 races, les noirs du Velay et les blanches des Grivettes, autrefois en voie de disparition. Au début de ma carrière, il en restait 190. C'est une race qu'on a remis en place dans la région Rhône-Alpes. Puis maintenant, il doit y en avoir 2000, 2500. Après plusieurs heures de marche, les brebis retrouvent leur liberté à Doisieux. Ça y est, les brebis sont arrivées à l'éco-pâturage de Doisieux. D'ici quelques jours, elles retrouveront leur exploitation à la terrasse sur Dorlay et s'accoupleront avec les béliers. Qu'elles nous fassent de jolis petits agneaux au mois de décembre. Et dans 8 mois, bergers, brebis et marcheurs se retrouveront pour un nouveau périple, la transhumance estivale. En cuisine, pas un mot, la concentration est maximale. Léonore a 2 heures montre en main pour préparer 8 assiettes qui devront séduire le jury du concours gastronomique des talents gourmands. J'ai décidé dans mon assiette de montrer un petit peu les goûts qu'il y avait autour de chez moi. Donc moi le restaurant, on est entouré de châtaigniers, donc il était question de travailler la châtaigne. J'ai cuisiné de l'omble des fontaines. À la clé, un chèque de 3 000 € et de la visibilité pour son restaurant. Dans le jury, des professionnels de la restauration et des spécialistes de la gastronomie. Le tout dans les cuisines prestigieuses du restaurant étoilé Le Carré d'Altus à Charmes-sur-Rhône. Ils avaient vraiment un plat à créer, un plat de ce qui leur est propre, ce qu'ils aiment travailler. Il n'y avait pas d'obligation de produit. Et donc c'est ce qui leur a permis de vraiment chacun de sortir vraiment quelque chose qu'ils ont l'habitude de faire et qu'ils voulaient transmettre. Ils viennent dans un lieu qui maîtrise un petit peu moins que chez eux, donc c'est toujours un facteur supplémentaire de stress. Le concours, organisé chaque année, récompense également les artisans et les agriculteurs de la région. Ce jour-là, Léonore remporte le premier prix pour son restaurant Quesaco, perché sur le col des Acs. On mange bien et il y a une belle vue. En tout, les 3 premières éditions du concours ont rassemblé plus de 3600 candidatures pour 200 lauréats. Difficile de croire qu'il y a 25 ans se trouvait ici une décharge. Après plus de 3 ans de travaux, voici le résultat. Ce jardin situé sur le plateau de Chambaran possède, comme son nom l'indique, des fontaines pétrifiantes, des fontaines au procédé bien précis. Derrière moi, c'est une fontaine pétrifiante. C'est de l'eau de source qui arrive dans notre jardin. Il y a une quinzaine de sources qui l'alimentent. Et quand l'eau arrive à sa source, elle est très calcaire et légèrement gazeuse. Le calcaire est dissous jusqu'à ce que l'eau dégaze. Quand tout le dioxyde de carbone s'est échappé, le calcaire se dépose et il va se déposer sur les végétaux. Ici, l'eau est d'une pureté inégalée sur le territoire isérois. Dans ce jardin, les visiteurs découvrent au fil des chemins, des fontaines, des cascades ou encore des bassins, des éléments qui gardent de leur beauté grâce aux jardiniers.
Pour avoir des fontaines pétrifiantes telles que le visiteur les découvre, il faut la main de l'homme. Nous jardinons les fontaines, c'est-à-dire que nous enlevons les plantes qui poussent, les feuilles, les branches, et surtout, il va falloir réguler l'eau. Il faut que l'eau ruisselle partout. S'il n'y a pas d'eau, ça sèche. S'il y a trop d'eau, on a juste un gros dépôt de calcaire. Qui dit jardin dit forcément plantes. Elles sont près de 18 000 sur les 8 000 m² que compose le jardin, certaines plus insolites que d'autres, comme ces plantes carnivores installées il y a 2 ans. Cette gionée a un piège mécanique. Quand l'insecte s'approche, il va stimuler les petits cils que l'on voit là. Et quand il touche les cils, elle se referme. Dans notre jardin, on a une grande diversité de variétés. On arrive à avoir quasiment tout ce qu'on veut. Des carnivores, des nénuphars tropicaux, des agaves. Après, il faut les installer au meilleur endroit du jardin. Et puis pour ceux qui vraiment ne résistent pas à l'hiver, on va monter des serres dans le jardin que nous chauffons. Et donc les plantes tropicales passeront l'hiver au chaud. Comme Magali, ils sont 3 jardiniers à entretenir ce havre de paix. En 2017, plus de 47 000 visiteurs ont arpenté les allées de ce jardin unique en France. C'est une curiosité de la Croix-Rousse. Niché dans la cour d'un immeuble, le jardin Rosamir a été construit par Jules Senismir, un maçon espagnol réfugié en France dans les années 50. Gravement malade, il avait fait un vœu sur son lit d'hôpital. Il fait un vœu que si la maladie le quitte, donc il construira un jardin extraordinaire en hommage à sa maman, Rosamir Mercader, et en hommage à la Vierge. Donc il ressort et en 1957, il achète le terrain contigu à la maison. Et là, il commence à construire le jardin Rosamir. 20 ans de travail pour façonner ce jardin aux accents espagnols avec ses nombreux coquillages que lui fournissaient les Halles de Lyon. Alors on a beaucoup de coquilles Saint-Jacques qui se trouvent en hauteur. Alors elles étaient nettoyées une à une et percées une à une d'un petit trou pour que l'eau puisse s'écouler, puisque chaque coquille Saint-Jacques contient une petite plante à l'intérieur. Jules Senismir est décédé en 1983. Son jardin est désormais inscrit au monument historique. On rentre et on est happé, on rentre dans une bulle en fait, on est bien. Alors il est beau même sous la pluie, c'est-à-dire que sous la pluie, l'eau va permettre de faire ressortir les couleurs des pierres. Et même en plein soleil, c'est vrai qu'il est beau, on se croirait en Espagne. Le jardin Rosamir à la Croix-Rousse est ouvert à la visite jusqu'à fin octobre.